Et alors cette église Notre-Dame de Royan, on a souvent tendance à la prendre pour une cathédrale, alors qu'elle n'est pas cathédrale, elle est simplement église paroissiale. On la prend pour une cathédrale tout simplement parce qu'on a un grand élan architectural, on a une grande verticalité. De l'extérieur, ça paraît pas fatalement un édifice religieux tel qu'on pourrait le concevoir, mais par contre, dès qu'on arrive à l'intérieur, ne serait-ce que par le grand escalier qui déboule dans la nef qui est située en contrebas, on a un effet d'élancement absolument terrible. Et on peut tout à fait la comparer donc à une architecture médiévale. Alors c'est pas très étonnant quand on connaît la culture, la formation de l'architecte Guillaume Gillet, qui était féru d'architecture médiévale et donc d'architecture gothique. Et lorsqu'on lui a commandé cette église, il a fait une esquisse qui certes était demandée par le maire comme devant être quelque chose de vertical. Il fallait montrer que la ville de Royan se redressait après les bombardements. Et Gillet a produit une esquisse qui démontre cette volonté d'élancement. Et lorsqu'on regarde la conception du plan, on s'aperçoit qu'il y a toute une symbolique. En fait, Gillet a transposé dans une architecture moderne, donc du XXe siècle, toute une sorte de symbolique qu'on retrouve déjà dans les cathédrales gothiques. Ne serait-ce que le plan est une forme d'amande, une mandorle, dans lequel traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, on représente la Vierge Marie. Alors il y a une symbolique de la mandorle, on la retrouve dans le plan, puisque l'église est consacrée à Notre-Dame, c'était un peu normal qu'on fasse ce clin d'œil. Un autre symbole qu'on peut aussi mettre sur le plan de l'église, c'est avec le auvent, on a l'impression d'avoir un poisson. Et le poisson, c'est le premier signe des premiers chrétiens. Alors on peut continuer aussi dans l'utilisation quasi systématique du triangle, faisant rappel éventuellement à la Trinité. On peut ainsi, comme ça, trouver plein de petits symboles qui font de cette architecture une architecture sacrée. Ensuite, du point de vue de la plastique, du point de vue du dessin, ce qui est frappant lorsqu'on vient de l'extérieur, progressivement on voit surgir cette masse de béton, qu'on découvre être du béton, mais on voit une espèce de silhouette un peu brune, avec une masse qui est la nef et puis le grand clocher qui s'élève. C'est pas sans rappeler cette espèce d'effet de forteresse qu'on retrouve notamment à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, qui elle est construite en briques, mais qui, tout comme à Royan, montre une nef dépourvue de transept avec une succession de rythmes. Cette fois là-bas, ce sont des contreforts ronds, ici ce sont des pointes de triangle. Et on a cet élancement tout d'un coup du clocher, comme on a ici à Royan. Donc ça c'est pour un petit peu la conception de cet édifice. Alors le matériau justement qui pose problème, c'est le béton. Le béton il a été choisi volontairement en laissant brut de décoffrage, de façon à vraiment affirmer le matériau, il n'y a aucun badigeon, il n'y a pas de peinture. On a délibérément choisi de montrer le matériau de l'époque qui était le symbole de la modernité, c'est-à-dire le béton. Alors, on a donc utilisé le sable, le ciment, on a coffré tout ça. Le problème, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas le sable qui a été utilisé pour le béton, puisque le sable, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas du sable de mer, donc qui aurait été gorgé de sel et qui aurait provoqué les désordres qu'on a là. C'était du sable de rivière qui a été utilisé, donc un béton parfaitement constitué. Les analyses qu'on a faites, les prélèvements qu'on a faits récemment, ont démontré que la proportion on va dire chimique du béton était correcte. Par contre, il s'agit plus de la mise en œuvre des fers. Et les fers, on sait maintenant, il y a des règles, elles doivent être enrobées de 2 cm environ de mortier. Or, à certains endroits, il n'y a que 5 mm de ciment. Si bien que très facilement, lorsque le fer s'oxyde, naturellement, le béton claque et part en morceaux. Il y a dans cette église, les pathologies sur les bétons sont donc situées surtout sur les arêtes des voiles extérieures et puis également à l'intérieur. Et toujours dans les parties qui sont assez peu couvertes par le mortier. Alors c'est vrai que les voiles de béton eux-mêmes, de cette structure formidable, paraissent massifs comme ça, mais en fait ils font grosso modo 7-8 cm d'épaisseur, pas plus. Si bien que lorsqu'on se trouve à l'extérieur, le béton est exposé aux intempéries sur 3 faces. Et très facilement, on va dire l'eau,
pour aller simplifier les choses, l'eau pénètre rapidement dans le béton et va ensuite oxyder les fers, et les fers vont donc rouiller, gonfler et faire éclater le béton. En réalité, le phénomène n'est pas que le béton est poreux et que l'eau est rentrée et ensuite a fait rouiller le fer. C'est un phénomène qui est complètement différent et ce n'est pas spécifique à Royan, c'est comme ça que ça se passe dans les bétons. Le béton, lorsqu'on le fabrique, il a un certain pH qui doit être à un certain niveau. Progressivement, avec le temps, les agressions atmosphériques, ce pH va se dérégler. Et c'est à ce moment-là que l'oxydation va se produire, va faire fissurer le béton, l'eau va à ce moment-là rentrer et va augmenter encore plus le phénomène de rouille, et à ce moment-là, on va avoir l'éclatement du béton. Et donc voilà ce qui se passe sur cette église. Lorsque j'ai été nommé ici, déjà des travaux de restauration avaient été engagés. Ils étaient faits sur un protocole qui avait été établi selon les connaissances qu'on avait à cette époque-là du béton, c'est-à-dire qu'on avait comme technique quelque chose de simple, on piochait tout ce qui ne tenait pas, ensuite on mettait une sorte d'anti-rouille, donc on passivait les aciers, ensuite on mettait du mortier additionné de résine, et puis on repartait. Mais 20 ou 30 ans après, il est à craindre que le phénomène de dégradation tel que je l'ai décrit dans la réalité ne continue de se faire. Si bien que lorsque je suis arrivé, on avait connaissance d'autres techniques de restauration qui avaient fait leurs preuves depuis une dizaine d'années, qui avaient été expérimentées déjà sur différents édifices, et notamment à Châtellerault, sur une passerelle en béton armé, que la Conservation régionale des monuments historiques de Poitou-Charentes avait suivi. Et donc, lorsque j'ai pris mes fonctions ici, j'ai demandé à ce que cette méthode-là soit mise en œuvre. Alors évidemment, ça bouleverse un petit peu l'ordre, le programme qui avait été établi au départ, donc il a fallu reprendre un peu des études, refaire des analyses précises sur le béton, sur savoir son degré d'altération, connaître exactement comment fonctionnait l'édifice, parce que jusqu'à présent, on ne s'était jamais beaucoup posé la question de savoir si ces altérations du béton auraient des conséquences sur la structure, sur sa solidité. Lorsqu'on regarde à l'intérieur, il n'y a pas d'éclatement de béton, sauf, et ce n'est pas une petite exception, dans les toitures de ce qu'on appelle le déambulatoire, ou ce qu'on peut appeler la couverture du bas-côté, avec les percements que l'on voit là-bas, là, des petits vitraux qui représentent d'ailleurs le chemin de croix. Ces endroits-là, très névralgiques, eux, présentent de graves pathologies. Alors c'est dû à la fois à la structure. L'eau s'infiltre par des fissures et ça coule tout doucement, puis évidemment il fait froid, ça fait éclater les bétons. Mais il y a également un phénomène de structure, tout simplement parce que cette couverture-là a un rôle de butée. Et ça, on rejoint un peu ce que je disais au départ, c'est-à-dire que l'influence de l'architecture gothique, avec ses arcs-boutants, avec son contrebutement des poussées, on le retrouve ici, puisque les vastes piliers triangulaires, en fait, à la base, sont de toutes petites sections, d'à peu près 1 mètre, pas plus, en triangle et en porte-à-faux. Normalement, si ces poteaux étaient laissés libres, automatiquement ils basculeraient. Pour éviter qu'ils ne basculent, on a créé cette ceinture de galeries où nous nous trouvons, puis on a créé une galerie supérieure, qu'on pourrait comparer toujours en faisant référence aux cathédrales gothiques au triforium. Et cet élément-là, pour éviter qu'il ne continue de basculer, on l'a également ceinturé avec des arcs-boutants, si on peut dire, donc cette toiture-là. Et là, il y a quand même des efforts qui se produisent. Donc, de là à penser que la structure elle-même de l'église joue sur ces points névralgiques et contribue à faire éclater les bétons, on a voulu en avoir le cœur net. Alors on a fait une modélisation sur informatique, sur ordinateur, et on a rentré des éléments finis, on a refait une sorte de reconstitution en trois dimensions d'une travée de l'édifice, et on a vu comment se comportait cette partie-là, cette travée, et on a constaté qu'effectivement les points névralgiques s'étaient situés à la jonction entre cette toiture et les piliers. Par contre, la chose rassurante, c'est qu'à la suite de cette analyse, on a constaté que l'église de Royan n'était pas prête de tomber. Donc c'est déjà rassurant, mais il faut malgré tout agir et vite, parce que c'est vrai que quand on voit l'état des bétons à l'extérieur et puis quand on a un petit peu
la curiosité de regarder dans ces toitures-là, on peut être effectivement effrayé de l'aspect que ça donne. Et puis lorsqu'on voit le nombre de cuvettes, de bassines qui jonchent le sol, et dans le silence de l'église, lorsqu'on entend tomber les gouttes, on s'aperçoit quand même que l'édifice est malade. Donc on va s'employer à le soigner.